quelques semaines, une vidéo a pas mal tourné. On y voit une femme allongée sur un lit qui sort ensuite un sextoy d'un carton. On devine bien ce qui pourrait se passer ensuite. Le truc, c'est que cette femme ressemble énormément à Gal Gadot, l'actrice du film Wonder Woman. Cette vidéo est bien sûr un trucage, mais un trucage d'une nouvelle sorte. Je vous montre un autre exemple. C'est bluffant, hein? Et c'est des amateurs qui ont fait ça, avec un programme nommé Fake App. Bon, de toute façon, si vous êtes là, il y a de grandes chances pour que vous en ayez déjà entendu parler. Il y a pas mal de bruit autour de Fake App. La raison à ça, c'est que quelques vidéos super bien faites tournent sur internet. Du coup, je suis allé voir ce fameux logiciel pour voir ce qui en retourne vraiment. Parce que entre ce qui est dit et ce qu'on peut réellement faire, il y a parfois un gap énorme. J'en ai déjà parlé avec l'exemple du piratage sur l'impression 3D. Et après quelques tests, comment dire, c'est assez facile à utiliser, mais ça prend du temps, et pour avoir un résultat correct, c'est pas si facile que ça finalement. Toutefois, avant d'aller plus loin, on va regarder un petit peu plus comment ça marche. L'idée de ce genre de logiciel est de remplacer sur des images le visage d'une personne par une autre. Ça s'appelle le face swap, changer de face, changer de visage. FakeApp n'est pas le seul logiciel à pouvoir faire ça, hein. Par exemple, il existe déjà un projet développé à l'université de Columbia qui remplace les visages sur des photos. On a aussi pas mal vu l'application FaceApp qui permet de se faire vieillir ou encore d'avoir une version de son visage du sexe opposé. FakeApp va plus loin, il va transformer l'original en une sorte de doublure. Il a été développé par DeepFakeApp, c'est le pseudo que j'ai trouvé sur Reddit, lieu où est diffusé le fameux logiciel, plus précisément la board FakeApp. Et dans ce cas, le mot magique à prononcer pour que les médias commencent à péter un câble, c'est Deep Learning. Et aussi que la principale utilisation du logiciel soit orientée vers le détournement pornographique, ce qui est à juste titre très inquiétant. D'ailleurs, au moment où je monte cet épisode, Reddit a fermé pas mal de subreddits dédiés au détournement porno, ce qui est pas plus mal. Le logiciel utilise en effet la méthode de l'apprentissage profond, qui est utilisée pour développer l'IA, avec des gros guillemets. Ça désigne une forme d'apprentissage automatique particulièrement efficace. On l'utilise par exemple pour faire de la reconnaissance vocale avec Siri ou OK Google, pour faire de la traduction automatique ou de la transcription de sous-titres automatiques sur YouTube. Mais il y a aussi des milliers d'autres applications possibles. Si vous voulez en savoir plus sur les principes de base du Deep Learning, je vous invite à voir la vidéo de Science Étonnante, qui explique très bien le fonctionnement. FakeApp n'a pas développé son propre système d'apprentissage, il utilise TensorFlow, un framework, c'est-à-dire un ensemble d'outils pour s'entraîner et développer des applications de Deep Learning. TensorFlow est open source, et on peut même faire tourner une démo en ligne sur navigateur. Je vous ai mis les liens en description. Alors, l'idée de base, c'est de faire apprendre à FakeApp des visages. On va donc devoir constituer des bases de photos, qu'on appelle aussi un dataset, qui servira pour l'apprentissage. Pour cette vidéo, j'ai choisi de remplacer le visage d'une personne connue par mon visage. Ici c'est tout public, ok? Et puis, je pense pas que vous apprécierez de voir votre visage sur une vidéo porno qui soit diffusée sur internet. Ah ouais, vous faites moins les malins là, Le logiciel fonctionne en utilisant des modèles. Si on lui donne 2 datasets de 2000 photos chacun, il va pouvoir intégrer beaucoup de variations de ces visages. En étudiant les variations, il crée un modèle qui établit des correspondances entre les deux visages qu'on veut switcher. L'algorithme va travailler par comparaison et reconstruire un nouveau visage en ayant une expression et une orientation faciale similaires à partir des photos de l'autre visage. Le logiciel travaille dans les deux sens, de l'original vers la doublure et de la doublure vers l'original. Quand j'ai commencé à faire des tests, j'utilisais la version 1.1, qui est celle que je vais vous montrer pour mieux comprendre les fonctionnements, car on voit mieux les rouages que la dernière version, qui est plus facile d'utilisation, mais qui fonctionne pas encore super bien au moment de l'écriture de cette vidéo. Pour récupérer une photo de ma tête, j'ai filmé une courte vidéo, et j'en ai extrait 10 images par seconde. À partir de ces images brutes, le logiciel recadre ensuite tout seul les visages. Il lui arrive parfois d'avoir des ratés, il reconnaît un visage là où il n'y en a pas, ou retourne une image, ou coupe trop le visage. Il faut donc faire le tri pour récupérer les images exploitables pour l'apprentissage. La base de photos pour l'apprentissage est primordiale. Si on a peu de photos ou de mauvaise qualité, l'algorithme travaillera mal, et plus on a de photos variées, mieux ça fonctionne. Une fois qu'on a extrait toutes les images, que le logiciel les a recadrées et qu'on a fait le tri dans la base, on attaque la phase la plus longue. Le logiciel va fonctionner sur un modèle qui permet de faire correspondre les visages. Il fonctionne par itération, c'est-à-dire qu'il teste des trucs, et quand un résultat se rapproche de l'effet voulu, il le garde et peaufine le résultat. On le voit très bien dans la fenêtre d'aperçu. Au début, les visages sont des formes très vagues, et le moniteur indique des valeurs assez élevées. À 1, le résultat sera complètement différent de l'original, et plus on tend vers 0, plus le résultat sera identique à l'original, du point de vue du logiciel. Car dans certains cas, il se peut qu'on ait une valeur extrêmement basse, et pourtant un résultat super moisi. Le but est donc de faire des séries d'essais pour faire diminuer le chiffre. Plus le résultat est proche de 0, plus l'image ressemble à l'original. Et on remarque au bout de quelques heures que les résultats commencent à donner des choses intéressantes. Au bout de quelques heures? Alors,
Pour ceux qui veulent tester, il vous faut une carte graphique avec CUDA, donc une Nvidia avec pas mal de mémoire RAM. Et j'ai oublié de préciser, mais le logiciel tourne exclusivement sur Windows. Personnellement, j'ai une GTX 970, et pour obtenir un début de truc potable, il m'a fallu une nuit de calcul. L'apprentissage est la phase la plus longue, on peut heureusement mettre en pause le calcul pour étaler ça sur plusieurs jours. Plus il va y avoir de différences entre les visages, et plus ça va être dur. Et c'est pas parce que vous faites tourner le PC une semaine que ça va forcément améliorer les choses. Des fois c'est juste pas possible, il y a soit pas assez de données dans la base de données, soit le logiciel n'arrive tout simplement pas à faire matcher les deux visages ensemble. Par exemple, j'ai fait des tests avec Simon Pegg, en récupérant des images de sa tête depuis des extraits de Shaun of the Dead. Au début, j'ai laissé des images de sa tête pendant qu'il buvait une bière. Ça a perturbé le calcul, qui n'arrivait pas à trouver une version de ma tête dans une position similaire. En plus, je me suis rendu compte que le fond vert que j'ai utilisé pour filmer mon visage le perturbait, car sur les images de Simon Pegg, il n'y a pas de fond vert. Du coup, j'ai eu la flemme de me constituer un dataset varié, parce qu'il fallait que je récupère plein de photos de ma tête et que je recadre tout ça, enfin bref, ça allait me prendre trop de temps. Donc j'ai récupéré un dataset tout fait de Nicolas Cage, et j'ai aussi changé la vidéo à modifier pour un passage de Pulp Fiction. Du coup là, le but c'est de remplacer la tête de Bruce Willis par celle de Nick Cage. Voilà. Les résultats d'apprentissage sont devenus meilleurs quand même. Une fois que l'apprentissage a atteint un niveau qu'on juge acceptable, on passe à la dernière phase, celle de reconstruire le visage de la doublure sur l'original. Ou de l'original sur la doublure, enfin c'est vous qui voyez. Et cette phase est assez rapide, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le logiciel travaille sur des images extraites du passage qu'on veut modifier. Le résultat sera donc une suite d'images qu'il faut rassembler en une vidéo. Et voici mon tout premier résultat. Ok. Bon, c'est... comment dire... c'est pas top quoi. Ce résultat est obtenu au bout de quelques heures d'apprentissage et c'est pas énorme, donc je décide de poursuivre l'apprentissage encore toute une nuit. Après une nuit de calcul, sur la fenêtre d'aperçu, on voit que l'algorithme a réussi à obtenir des résultats bluffants. Habité d'un nouvel espoir, j'essaye donc un rendu. Et c'est toujours pas ça. Ouais, c'est pas top. Je vais pas vous mentir, c'est le mieux que j'ai réussi à obtenir pour l'instant. Je pense qu'il faudrait que je change quelques réglages pour avoir un visage plus précis, mais ça me demanderait aussi plus de temps de calcul, et j'ai pas 1000 € à foutre dans une 1080 Ti. Comme vous pouvez le voir, ça ne marche pas à tous les coups, et le souci, c'est qu'avec les apprentissages, on perd du temps à chaque essai. J'ai fait des tests depuis samedi, j'ai extrait des gigas de vidéos, et mon PC a tourné jour et nuit pour essayer d'obtenir un truc propre. Mais rien de bien convaincant. J'obtiens un truc, mais il faut que je pousse encore plus loin les tests. Je pense que si on fait bien attention à trouver des visages similaires, ça devrait mieux fonctionner. Il y a aussi l'exposition, car mon extrait de Pulp Fiction est à mon avis trop sombre. Comme toujours, ce logiciel n'est pas magique et fonctionne sous certaines conditions. Donc ceux qui pensaient pouvoir modifier des clips ou des films entiers de 2 heures en 3 clics sur un PC portable à 400 €, eh ben c'est très loin d'être le cas. Pour réussir à faire 3 minutes correctes, vous allez déjà y passer pas mal de temps. Mais quand même, pour un logiciel sorti il y a quelques semaines, qui demande pas mal de bricolage pour le faire fonctionner, il faut reconnaître que les résultats sont impressionnants quand on sait le maîtriser un minimum. Et vu la communauté qui s'est formée autour de Deepfake, le logiciel va rapidement s'améliorer. Alors, à quoi ça nous mène tout ça? Jusqu'à présent, les fakes sont faits en utilisant des outils de retouche spécialisés. Photoshop pour les images, ou si on s'en donne les moyens, des incrustations, tournage en studio, ou carrément des incrustations en 3D photoréaliste. Et parfois, une momie dans un musée ou une simple lampe à gasoil avec 3 balles de ping-pong suffit. Regardez Hygiène Mentale pour ça, c'est absolument génial. Les outils utilisant le deep learning peuvent aider à construire des fakes complexes avec beaucoup moins de compétences en beaucoup moins de temps. Toutefois, le face swapping peut être utile et intéressant dans certains cas précis. Le logiciel de face swap de l'université de Columbia que j'ai présenté tout à l'heure est conçu pour anonymiser les gens sur Google Street View sans les flouter. On va remplacer les visages des gens par des visages génériques composés de parties aléatoires, ce qui est une excellente idée pour protéger la vie privée, et on peut imaginer que cette technique puisse se développer sur pas mal de domaines, par exemple dans les enquêtes médiatiques où les personnes veulent être anonymes. FakeApp est un logiciel pour faire du faux, pour faire des fakes. On peut imaginer des usages intéressants pour de l'humour ou autre, mais sa fonction première, c'est d'être une machine à falsifier des documents. Déjà, des petits malins essayent de faire le buzz en annonçant que le prochain Indiana Jones sera joué par Nicolas Cage, mais on peut imaginer des dérives bien plus problématiques. Tout ce qui tourne autour du détournement porno, comme le revenge porn, peut prendre une nouvelle dimension avec ce logiciel. Et ça peut aller très loin, jusqu'à littéralement détruire des vies. On peut aussi s'attendre à une avalanche de fausses preuves vidéo pour étayer n'importe quelle théorie fumeuse. Avec FakeApp, on peut incruster la tête d'une personne connue sur un acteur beaucoup plus facilement et lui faire dire n'importe quoi. Que par exemple on n'a jamais marché sur la Lune ou que la Terre est plate. Bien sûr, on n'a pas attendu FakeApp pour inventer le fake, et il y a déjà beaucoup de problèmes actuellement. En fait, ce logiciel se rajoute à la collection des outils permettant la production du faux,
mais dans une catégorie toute récente qui est celle de l'automatisation poussée via le deep learning. Le souci, c'est que cette catégorie est en train de se remplir, et on peut citer par exemple l'Earbird, qui permet de synthétiser la voix d'une personne à partir d'un enregistrement. Et bien sûr, il faut penser ces outils avec les réseaux sociaux, qui ont tendance à favoriser la diffusion de ce genre de vidéos. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je vous conseille d'ailleurs sur le sujet de la diffusion des fakes, la vidéo d'hygiène mentale sur les géants, qui montre bien comment une série de photos trafiquées peuvent être reprises et diffusées pour étayer des fausses infos complètement différentes. Et sur la question de la production de vidéos, d'images volontairement altérées ou automatiquement altérées, et l'implication plus globale que ça peut entraîner, il y a 2 articles super intéressants du blog affordance.info. Lien dans la description. C'est un super blog. Et bien sûr, j'attends vos retours dans les commentaires pour voir ce que vous en pensez. En attendant, je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.